Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation d'achat public. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, achatpublic.com, créé en 2023, est une entreprise qui est composée d'experts en marché public et qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Monsieur Richoux, je crois que je ne vois pas votre écran. Est-ce que Ah, vous êtes bien en partage pour que le PowerPoint puisse défiler? oui, vous le voyez pas du tout? Non, je ne le vois pas. Je vous vois vous, je me vois moi. Alors, je suis désolé parce que je me suis mis au partage d'écran, je n'ai rien changé. C'est les aléas du direct, hein. Exactement, mais c'est pas grave. Sinon, moi, je vais le diffuser. C'est pas un souci. Hop. Non, parce que c'est étonnant, je l'ai bien à l'écran. Il est bien en mode partage. Ok, alors c'est peut-être moi. Je vais poser la question aux participants qui sont déjà là. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ou est-ce que vous ne voyez, nous voyez que nous? Comme ça, je saurai. Et sinon, hop, je vais reprendre la main ici. Hop. Nous ne le voyons pas. Ok, donc c'est moi qui vais partager. Partage. Et je remets mon PowerPoint. Voilà. Du coup, c'est vous qui allez gérer le PowerPoint? Oui, oui, je vais gérer le défilé. Il n'y a pas de souci. Ok. Tchac. Voilà. Donc, comme je le disais, veuillez nous excuser. Leader en France dans les services aux acteurs de la commande publique, c'est la première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et ce sont donc des formations au marché public destinées aux acheteurs, mais aussi aux entreprises soumissionnaires. Et donc en 2025, ce sont plus de 60 programmes et 600 sessions programmées à Paris, en province et même dans les dom-toms, mais aussi en classe virtuelle. Et puis bien sûr des formations qui sont déclinables dans vos locaux à partir de 4 personnes intéressées. Donc autour du sujet qui va nous intéresser ce matin, vous trouverez notamment la formation Explorer les implications de l'IA sur vos marchés publics. Cette formation vous permet d'optimiser vos marchés publics grâce à l'intelligence artificielle et elle est animée par Fabrice Richoux. Fabrice qui nous accompagne ce matin et qui est un expert dans le domaine des achats, avec 20 ans d'expérience en tant que responsable dans les marchés publics et privés. Et il exerce aujourd'hui en tant que consultant et formateur à travers sa société Negocie.pro. Et donc, ayant dirigé des équipes avec succès et formé de nombreux professionnels, il accompagne à la fois les collectivités et les entreprises sur les achats et l'IA notamment. Donc, je vais lui laisser la parole pour ce webinaire. N'hésitez pas tout au long de son intervention à utiliser le petit point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran au sein du menu et je les lui relayerai en fin d'intervention. Très bon webinaire à tous. À tout à l'heure pour les questions. Et Fabrice, c'est à vous. Merci Laurence pour cette introduction et présentation. Donc bonjour à tous et à toutes. Depuis maintenant plusieurs mois, nous vivons une véritable révolution technologique qui transforme profondément, je dirais, nos méthodes de travail. Et face à cette transformation, je constate que beaucoup d'entre vous
aussi entre fascination et inquiétude. Et c'est justement l'objet donc de cet échange aujourd'hui. Donc très rapidement, pour ceux qui découvrent cette évolution technologique majeure, l'IA générative, comme on l'appelle, est une des technologies capables aujourd'hui de produire aussi bien du contenu texte, mais également des images, de la musique, etc. Et la nouveauté, on va dire, puisque l'intelligence artificielle existe quand même depuis 1956, c'est que depuis donc novembre 2023, comment dire, la spécificité fait qu'on puisse aujourd'hui communiquer avec cette intelligence artificielle à travers des instructions que l'on appelle des prompts. Les modèles les plus connus sont ChatGPT d'OpenAI, Claude Anthropic, Copilot de Microsoft. Et plus récemment, je dirais l'IA chinoise qui fait aujourd'hui le buzz comme DeepSeek. La véritable évolution de ces outils, c'est qu'ils sont accessibles aujourd'hui non seulement aux géants de la tech, mais aussi au grand public et aux organisations. Maintenant, il est certain que l'IA n'est pas une baguette magique qui va résoudre tous vos problèmes. C'est plutôt un nouvel outil qui est puissant, évidemment, mais qui reste sous votre contrôle et votre responsabilité. Donc, mon objectif durant ce webinaire, en fait, ce n'est pas de vous présenter, je dirais, une vision futuriste déconnectée de la réalité, mais plutôt de vous proposer des pistes concrètes pour tirer le meilleur parti de ces outils et que vous puissiez déjà les appliquer dès aujourd'hui ou même dans les années à venir. Donc, je vous propose de rentrer maintenant dans du concret et voir comment l'IA peut changer déjà votre travail au quotidien. Alors, par contre, je ne vais pas aujourd'hui, vu le temps imparti, lister toutes les actions que l'on peut, je dirais, mener grâce à l'intelligence artificielle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs exemples du processus achat pour illustrer un petit peu donc ce qu'on peut réaliser avec justement l'intelligence artificielle. Et pour débuter, je vais commencer à vous parler donc de la rédaction des DCE. L'intelligence artificielle peut vraiment faire gagner un temps considérable, aussi bien pour vous, acheteurs, que pour les prescripteurs qui sont en charge de rédiger des CCTP. En effet, je dirais qu'avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, vous pouvez, je dirais, clarifier des points techniques compliqués. On peut analyser des CE que vous avez déjà réalisés, suggérer des améliorations si nécessaire, et pour les spécifications techniques d'ailleurs complexes, on peut même reformuler vos exigences de manière plus claire et plus précise. Souvent, je dirais qu'on reproche aux acheteurs parfois on reproche souvent aux acheteurs de faire des cahiers des charges que les entreprises ont du mal à forcément comprendre l'expression du besoin. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle, justement, grâce à sa reformulation et sa puissance, peut vraiment vous aider à reformuler et que ce soit beaucoup plus compréhensible auprès des soumissionnaires. Par contre, évidemment, elle ne va pas remplacer votre expertise juridique ou technique, mais elle va vous libérer quand même de certaines tâches répétitives. Et du coup, finalement, de pouvoir vous aider à vous concentrer sur votre attention, sur des aspects qui seront plus stratégiques dans les différents documents qui composent donc ces fameux DCE. Si j'évoque l'analyse des offres, là encore, l'IA, elle va vraiment faciliter le travail. Elle peut parcourir les mémoires techniques, mettre en évidence des points importants. Elle peut extraire, je dirais, et organiser les informations des offres, des moyens humains, techniques, enfin tous les critères que vous avez sélectionnés et choisis dans vos offres, enfin comment dire, dans vos critères d'analyse. Et elle peut même repérer, je dirais, les incohérences ou les points faibles de chaque offre. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle peut même faciliter la comparaison entre les offres, mettant en parallèle les réponses des différents candidats sur chaque point du cahier des charges. Alors, certes, c'est à vous de faire le travail de fond, l'évaluation, je dirais, qualitative, le jugement des offres, mais il faut reconnaître qu'on booste quand même sa productivité avec en plus une vision, je dirais, plus claire et plus structurée des propositions qu'on a reçues. Autre exemple que je peux citer, et qui peut paraître anodin, c'est la préparation des négociations. Là encore une fois, l'IA peut vous aider à structurer votre approche, à identifier les bonnes questions à poser, en analysant, je dirais, les offres, pas en analysant les offres, en analysant plutôt les offres finalement
des candidats. Ça permet de pouvoir repérer les zones d'ombre, de pouvoir, je dirais, voir les points qui mériteraient d'être éclaircis et à partir de là, formuler des questions précises pour chaque candidat en fonction des particularités de son offre. Évidemment, vous allez me dire, on fait déjà ça et on n'a pas utilisé jusqu'à présent l'intelligence artificielle. C'est vrai. Par contre, il faut reconnaître encore une nouvelle fois que c'est toujours dans un esprit de gagner du temps. Si je poursuis un autre cas d'usage, je vais prendre le suivi d'exécution. Là aussi, grâce à l'intelligence artificielle, il devient plus fluide. L'intelligence artificielle transforme nos données brutes en rapports clairs, synthétiques, exploitables. On peut analyser des dossiers, des rapports d'avancement, les comparer avec le planning prévisionnel, identifier les retards ou les dérives potentielles. On peut générer également automatiquement des tableaux de bord qui donnent une vision plus claire de l'état d'avancement de votre projet, des points de vigilance et des risques. Et en plus, je dirais que tous les KPI en fait que vous souhaitez. Donc c'est intéressant aussi, dans le cadre d'une stratégie achat, de pouvoir présenter à la direction des KPI vis-à-vis de vos fournisseurs, etc. Alors, c'est d'autant plus intéressant, surtout quand on est sur des marchés très complexes, qui comportent de nombreux livrables. Comme je le disais, ça peut apporter à suivre chaque élément, à relancer au bon moment et même anticiper, je dirais, les difficultés. La condition sine qua non, c'est que, évidemment, on lui dise clairement à cette intelligence artificielle ce que l'on souhaite, et en même temps qu'on lui fournisse des données de qualité. Puisque, comme vous le savez, une intelligence artificielle sans données, ça ne sert à rien. Et donc, il est important que vous ayez à l'esprit que la donnée est essentielle dans, je dirais, la performance de l'intelligence artificielle. Dernier exemple que je vais citer, ça va être la veille réglementaire. Les textes juridiques sont parfois, comment dire, pas toujours simples à interpréter et grâce à l'intelligence artificielle peuvent être, je dirais, résumés et clarifiés. L'intelligence artificielle peut vraiment parcourir quotidiennement, je dirais, des publications spécialisées, les sites de la DAJ et vous alerter sur les nouveautés pertinentes de vos domaines d'activité, par exemple. Alors, bien sûr, encore une nouvelle fois, vous gardez quand même votre expertise pour l'interprétation finale et pour comprendre, je dirais, les subtilités juridiques et les implications concrètes de vos marchés. Ce que je viens d'évoquer avec vous, c'est, comment dire, c'est que l'intelligence artificielle c'est pas de la science-fiction et surtout des promesses pour demain. Ce que l'IA fait aujourd'hui, même si toutes ces solutions aujourd'hui ne sont pas encore parfaitement matures ou adaptées à tous les contextes, ces outils sont aujourd'hui accessibles à beaucoup de nombre, je dirais au plus grand nombre, mais ils continuent bien sûr d'évoluer et ils changent, je dirais, considérablement la façon de travailler. Mais comme toute nouvelle innovation majeure, le passage de la pratique à la pratique soulève souvent des défis concrets, donc du coup je propose à aborder avec vous maintenant. Je change de slide. Alors, d'abord la formation des équipes. On ne va pas se mentir, l'arrivée de l'intelligence artificielle représente un vrai bouleversement dans nos méthodes de travail. Ce n'est pas juste un nouveau logiciel à prendre en main, c'est une nouvelle façon de travailler, de collaborer et souvent, cette technologie, je dirais, pour qu'elle soit efficace, demande des compétences spécifiques, c'est-à-dire savoir formuler correctement ses demandes, comprendre les limites de l'outil et vérifier, évaluer les résultats obtenus. Ces compétences ne s'acquièrent pas en un jour, elles demandent une formation initiale, mais aussi un accompagnement, je dirais, continu et de l'expérimentation. J'insiste vraiment sur l'expérimentation parce que c'est quelque chose pour moi qui est essentiel sur ce type d'usage. Les questions qui reviennent souvent, c'est comment forme-t-on nos équipes, comment peut-on les accompagner progressivement? Et je dirais que ces questions sont légitimes, car c'est vraiment un enjeu un enjeu majeur, qui demande vraiment du temps et une approche bien pensée. Un autre point essentiel, c'est comment, je dirais, évaluer réellement la valeur ajoutée de ces outils.
comment mesurer concrètement l'apport de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle de gain de temps, de qualité de document, de réduction des erreurs? Et c'est vrai que finalement, contrairement à d'autres technologies, l'intelligence artificielle ne produit pas toujours les résultats facilement quantifiables. Son apport peut varier considérablement sur les contextes, les utilisateurs et je dirais même les cas d'usage. Il vous faut en fait des indicateurs clairs, pertinents pour justement justifier ces investissements auprès de vos décideurs et pour piloter efficacement le déploiement de ces solutions. Autre défi qu'on peut évoquer, c'est le changement, la gestion du changement. Alors là, je ne vous apprends rien en vous parlant de ce sujet, c'est un classique de tous les projets de transformation. Mais face à l'intelligence artificielle, cette résistance, elle prend des formes assez particulières. Je le vois assez régulièrement en formation, c'est que les réactions sont souvent extrêmes. Certains y voient la solution miracle qui va résoudre, je dirais, tous leurs problèmes, et d'autres plutôt une menace existentielle pour leur poste, leur expertise et leur identité, je dirais, professionnelle. Ces perceptions contradictoires, d'ailleurs, c'est amusant, coexistent souvent dans les mêmes équipes. Ça peut créer même des tensions, des incompréhensions et même des blocages. Alors, encore une nouvelle fois, je dirais que comment gère-t-on ces perceptions? Comment justement désamorcer les craintes? Comment rassurer les équipes que l'IA est là pour les aider, pas pour les remplacer? Et là, encore une nouvelle fois, pour moi, la réponse à cette série de questions, c'est plutôt une approche étape par étape, avec des résultats visibles à chaque palier. Et ça me semble honnêtement l'approche la plus adaptée. Donc concrètement, comment faire? Je dirais qu'en commençant par des cas d'usage simples, qui apportent un bénéfice immédiat et visible pour tous, en appliquant les équipes dans le choix des outils et des processus, en valorisant leur retour d'expérience, positif comme négatif, et en acceptant que l'adoption soit progressive et que chacun avance à son rythme. Bien sûr, tout en maintenant, je dirais, un cap clair, bien sûr. Voilà, entre guillemets, en quelques mots, ce que je conseille. Pour poursuivre, je vais vous parler un peu de la fiabilité des résultats. Alors, c'est probablement, je dirais, le défi le plus spécifique à l'IA, car ces outils peuvent parfois générer des informations inexactes ou incomplètes. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. L'IA peut inventer, par exemple, des références juridiques, citer des textes qui n'existent pas, affirmer des choses fausses, et je peux vous dire, sans aucun scrupule. Donc, dans un domaine aussi normé que l'achat public, où la rigueur, bien évidemment, juridique est essentielle, où l'erreur peut entraîner, je dirais, l'annulation d'une procédure ou des contentieux coûteux, c'est évidemment problématique. Donc là encore, des questions, c'est comment mettons en place les bons garde-fous, comment forme-t-on les acheteurs à garder un œil critique et à vérifier systématiquement les informations produites par l'IA. Donc, quelque part, soyez quand même rassurés, parce qu'effectivement, je pose beaucoup de questions, mais je dirais que ces défis sont vraiment pas insurmontables. Mais par contre, ils obligent à avancer méthodiquement, encore une nouvelle fois. En effet, il n'est pas question, je dirais, de précipiter tête baissée dans l'adoption, je dirais, massive de ces technologies, en cédant à l'effet de mode ou de pression. Il faut comprendre étape par étape, former les équipes et adapter, je dirais, les processus, évaluer régulièrement les résultats et toujours garder à l'esprit que l'IA est un outil au service de notre expertise et pas l'inverse. Changeons maintenant complètement de perspective. Je viens jusqu'à maintenant de parler d'intelligence artificielle et plus exactement d'usage pour votre métier. Mais là encore, on peut s'apercevoir, je dirais, dans un avenir plus ou moins lointain, que pour certains, c'est même peut-être déjà le cas d'ailleurs, vous allez devoir acheter des solutions d'intelligence artificielle en tant qu'acheteur. Et là, forcément, cela soulève tout un tas de questions nouvelles. Par exemple, imaginez la situation suivante, un service interne, la DSI, la DRH, peu importe,
vient vous voir pour vous demander d'acheter une solution d'intelligence artificielle. Donc, vous le savez, la situation aujourd'hui est la suivante, c'est qu'on est sur un marché en pleine effervescence, avec une multitude d'acteurs, des startups innovantes, qui aujourd'hui proposent des solutions qui sont plus ou moins matures, qui sont plus ou moins adaptées aux spécificités du secteur public. Et donc, comment aborder ces nouveaux types d'achats? D'abord, la question, c'est qui fait quoi? La répartition des rôles entre acheteurs et prescripteurs est parfois déjà un sujet assez délicat, mais je dirais qu'elle devient encore plus complexe face à ces technologies. Le prescripteur, bien sûr, définit, lui, son besoin fonctionnel et technique. Et vous, en tant qu'acheteur, comment vous positionnez-vous, et plus exactement votre expertise, face à ces technologies complexes et innovantes? La question, c'est jusqu'où devez-vous vous former sur ces sujets pour jouer pleinement votre rôle, et comment éviter à la fois la passivité, c'est-à-dire concrètement accepter sans comprendre, et celui des fois de prétendre savoir mieux que le prescripteur. Sans oublier définir les critères d'attribution pertinents. Et là encore une fois, c'est pas simple d'évaluer objectivement les solutions dans un domaine aussi technique où les promesses des fournisseurs peuvent parfois être difficiles à vérifier. Alors, je ne vous parle pas de la pondération à établir entre justement la valeur technique, le prix des services, etc., la maintenance et autres. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué de distinguer une solution, je dirais, mature, comme je le disais, d'un simple effet d'annonce marketing ou d'un prototype qui n'est pas encore prêt pour un usage professionnel. Donc, là encore une nouvelle fois, de nombreuses questions à se poser et ce n'est pas fini. Ces évaluations demandent des compétences particulières qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui dans vos équipes. Dans ce cas, faut-il faire appel à des experts externes, organiser des démonstrations ou des preuves de concept, prévoir des phases de test ou avec des utilisateurs réels, en quelque sorte ce qu'on appelle des POC en informatique. Et si je poursuis la réflexion, le cadre contractuel pose également de nombreuses questions. Par exemple, encadrer juridiquement la propriété intellectuelle des algorithmes, identifier le propriétaire des résultats produits par l'IA. Bon, clairement, le but n'est pas de vous donner mal à la tête, mais il est clair que l'on voit que ce n'est pas forcément un sujet très simple à aborder. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est toutes des questions sur lesquelles vous devez vous poser, car ces situations, je dirais, vont se multiplier, comme je le disais, dans l'avenir. Comme nous venons de le voir, ces questions d'achat sont complexes, mais elles s'inscrivent aussi dans un cadre encore plus large qu'il nous faut actuellement explorer. C'est celui des enjeux juridiques et éthiques qui encadrent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle, donc l'IA Act, qui a été voté donc l'année dernière en 2024, constitue vraiment une avancée majeure dans ce domaine. C'est le premier cadre juridique concernant l'intelligence artificielle d'ailleurs au monde, hein, et il ne se contente pas, je dirais, de poser des principes généraux, mais établir, je dirais, des règles strictes dans ce domaine. Alors, c'est vrai que ces règles sont souvent contraignantes, avec des mécanismes de contrôle, je dirais, et des sanctions qui sont même prévues en cas de non-respect. Alors, pour vous, acheteurs publics, il y a des implications directes. L'IACT, en fait, classe les systèmes d'intelligence artificielle selon les niveaux de risque et impose des obligations légales, enfin des obligations, pardon, graduelles en conséquence. Donc, certains systèmes à haut risque font l'objet d'exigences particulières strictes et en matière de transparence, de documentation et de supervision humaine. D'autres sont purement et simplement interdits, comme les systèmes de notation sociale. Donc, ce règlement, en fait, crée un cadre, mais il nous laisse aussi une responsabilité importante dans son interprétation et dans son application. Et au-delà de ce texte fondateur, on doit vraiment s'interroger sur notre responsabilité spécifique en tant qu'acheteur public. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte justement comme le nôtre soulève des questions particulières. Par exemple, comment garantir la transparence des décisions quand une IA a contribué au processus? Je parlais tout à l'heure de l'analyse des offres. Si l'intelligence artificielle contribue justement à cette analyse ou à la rédaction d'un rapport
ou une synthèse à présenter en commission des marchés ou des appels d'offres, il faut s'assurer qu'on peut toujours expliquer et justifier clairement nos choix. Il y a aussi la question de la propriété intellectuelle des contenus générés. Ces questions juridiques, aujourd'hui, il y aurait un flou encore, elles sont en cours de, je dirais, d'élaboration. Comme vous le savez, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle se nourrit de données. Et ces données peuvent aussi contenir des biais, des préjugés et des discriminations. Donc, une nouvelle fois, comment s'assurer que l'intelligence artificielle ne reproduit pas, ou même voire pire, n'amplifie pas ces biais dans nos processus achats? On doit garder à l'esprit, évidemment, que les principes fondamentaux de la commande publique doivent être préservés, et donc une vigilance particulière. En résumé, il faut, je dirais, comprendre comment cet outil fonctionne, quelles données il utilise, quels critères il applique, et vérifier régulièrement ses résultats. Toujours en termes de données, il est important aussi de vérifier, je dirais, la protection des données traitées, qui soulève aussi des interrogations. Les IA génératives, en particulier, peuvent apprendre à partir de données qu'on lui soumet. Et là, encore une nouvelle fois, quelle garantie avons-nous que les informations confidentielles intégrées dans une intelligence artificielle, informations sur nos fournisseurs, notre stratégie d'achat, ne sont pas réutilisées ailleurs? Donc, en définitive, je dirais que notre défi est de saisir les opportunités, bien sûr, offertes par l'intelligence artificielle, tout en garantissant, je dirais, son utilisation qui respecte à la fois le cadre juridique et les principes fondamentaux du Code de la commande publique. J'en viens maintenant à vous parler de l'évolution du métier de l'acheteur public. Alors, même privé d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous une vision de l'acheteur public de demain face à l'intelligence artificielle. Alors, contrairement à ce que on entend majoritairement, je dirais dans les conférences sur l'intelligence artificielle, où on nous répète que l'intelligence artificielle, cette technologie, se limite aux tâches répétitives et souvent de faible valeur ajoutée. Je dirais que, bon, on nous dit que c'est vraiment typiquement génial pour pouvoir utiliser pour répondre à des mails, service client, enfin voilà, alors, il y a plein d'usages aujourd'hui qui sont annoncés sur cette intelligence artificielle. Et je dirais que, en fait, j'ai une conviction un petit peu différente. Ma vision va peut-être un peu vous surprendre, mais j'ai la conviction que l'intelligence artificielle ne se limitera pas uniquement aux tâches répétitives. D'ailleurs, elle s'attaque déjà, je trouve, à notre expertise métier, à travers des analyses juridiques, stratégies d'achat, argumentaires, de négociation et rapports complexes. Donc, ces activités qui forment une partie de notre cœur de métier, aujourd'hui, sont à sa portée. Et il suffit de voir son évolution rapide avec l'arrivée d'ailleurs prochaine des agents IA. D'ailleurs, c'est un sujet peut-être que j'aurai l'occasion d'évoquer dans un prochain webinaire. Et donc aujourd'hui, on voit vraiment une évolution hyper rapide. Alors, bien sûr, l'IA actuelle a ses limites, elle fait des erreurs, elle manque de contexte, elle apprend, je dirais, elle ne comprend pas tout, en fait, toutes les subtilités de notre métier, mais elle apprend vite, elle s'améliore constamment, et je dirais que la frontière aujourd'hui entre ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire aujourd'hui, en fait, recule chaque jour. Donc, les tâches qu'on pensait d'ailleurs réservées à l'intelligence humaine il y a 2 ans, aujourd'hui sont réalisables par l'intelligence artificielle, et même avec une qualité comparable, voire supérieure à ce qu'un professionnel aujourd'hui pourrait produire. Et donc, cette réalité, elle nous oblige aujourd'hui à repenser plus radicalement notre métier. Je dirais que l'acheteur public de demain ne pourra pas fondamentalement, enfin simplement déléguer plutôt les tâches administratives à l'IA, et en gardant plutôt pour lui les tâches que j'appellerais nobles. Il devra vraiment redéfinir son rôle face à une technologie qui peut potentiellement accomplir une grande partie de son activité, de son travail actuel. Alors, personnellement, je ne pense pas que ça soit vraiment une menace, et je dirais même plutôt une opportunité pour nous recentrer en fait ce qui nous fait vraiment notre valeur unique, sur ce que l'IA aujourd'hui d'ailleurs ne sait pas encore reproduire.
L'acheteur, à mon avis, enfin à mon sens, ouais, deviendra plutôt davantage un chef d'orchestre qui dirige l'intelligence artificielle, définit les paramètres du travail, évalue les résultats et assume la responsabilité des choix qui sont effectués, puisque comme je vous l'ai dit, nous en avons la responsabilité et l'IACT là-dessus est très clair. Il sera moins dans le faire, mais plutôt dans le faire-faire, moins dans l'exécution et plus dans la supervision. En réalité, je pense qu'il aura plutôt un rôle d'un manager, mais qui ne managera pas des humains, mais des intelligences artificielles. Donc cette évolution, telle que je la présente, elle soulève aussi des questions essentielles sur notre identité professionnelle et quelles compétences resteront véritablement indispensables. Donc probablement, je pense que ce sera notre connaissance du contexte local, notre compréhension des enjeux politiques, notre capacité à intégrer, je dirais, des dimensions humaines et organisationnelles et relationnelles qu'aujourd'hui l'IA ne peut pas appréhender. Donc notre valeur résidera aussi dans notre jugement, notre capacité à naviguer dans la complexité et à prendre en compte, je dirais, des facteurs multiples et à faire preuve d'intuition, de discernement dans des situations où aujourd'hui les données sont incomplètes et ambiguës et donc que l'intelligence artificielle ne soit pas en capacité de pouvoir nous apporter des informations ou un plus. Comme je viens de le dire, l'acheteur public de demain sera peut-être moins un exécutant qu'un décideur. Il travaillera en tandem avec l'intelligence artificielle, où chacun, je dirais, apportera ses forces complémentaires. L'intelligence artificielle a pour capacité de pouvoir traiter massivement des données. Elle a une mémoire qui est parfaite. Et en fait, en plus, elle supporte comment dire, la masse de travail et son absence, enfin, je dirais, ne subit pas la fatigue. L'humain, par contre, lui, c'est son côté créativité, son empathie, sa compréhension et sa subtilité, je dirais, institutionnelle et relationnelle. Donc pour moi, ce repositionnement exigera vraiment une adaptation profonde, tout au niveau individu qu'organisationnel, ce que je viens de dire, et on devra apprendre à travailler différemment, à développer de nouvelles compétences et à nous défaire de certaines habitudes. Alors oui, j'avoue, c'est une perspective qui peut sembler déstabilisante pour certains, mais je dirais qu'il nous ouvre aussi des possibilités passionnantes de réinventer notre métier et d'y apporter une nouvelle forme de valeur. L'autre côté positif, c'est déjà de vous libérer de certaines tâches chronophages pour vous concentrer justement sur des aspects plus stratégiques, plus humains et peut-être plus épanouissants dans votre travail. Mais sincèrement, cette transformation, je dirais, elle ne se fera pas toute seule. Elle doit être pensée, planifiée, accompagnée. Alors la formation, forcément, je pense qu'elle est essentielle. Non pas pour devenir, je dirais, des experts techniques ou des codeurs, mais pour comprendre les possibilités et les limites de ces outils, pour savoir quand et comment les utiliser à bon escient, pour développer un regard critique et éclairé sur leurs résultats. Mais je dirais qu'au-delà de la simple formation, c'est aussi un véritablement accompagnement qu'il faut mener. Alors, pourquoi je vous dis ça? L'intégration de l'IA dans vos pratiques ne peut pas se faire de manière improvisée. Elle nécessite, comme je viens de le dire, d'aborder, une vision structurée, des étapes définies et une vraie méthodologie. Cet accompagnement, il doit être global. Il doit couvrir les aspects techniques, bien sûr, mais aussi les dimensions humaines, juridiques et éthiques. Il doit pouvoir impliquer tous les niveaux de l'organisation, de la direction générale aux utilisateurs, en passant par les managers intermédiaires et les fonctions support. Ce type d'accompagnement personnalisé, qui fait aujourd'hui la différence entre les organisations justement qui subissent le changement et celles qui en tirent pleinement parti. Il permet d'éviter les écueils classiques et d'accélérer sa montée en maturité. Et puis, c'est également la clé, je dirais, pour faire que l'IA ne soit pas aujourd'hui une menace ou un gadget, mais véritablement un levier de modernisation et d'amélioration de vos pratiques d'achat public. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour approfondir ces sujets avec vous.
En attendant, ben, je peux répondre à certaines questions que vous auriez posées éventuellement dans le chat. Laurence, je vous laisse reprendre la main. Absolument. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette intervention. Très claire, très complète. Bien évidemment, vous en direz plus et vous vous adapterez aux situations plus spécifiques lors de la prochaine formation que vous animez sur le sujet qui se déroulera le 20 mai prochain. On nous a demandé, alors c'est peut-être difficile de se prononcer à l'heure actuelle, mais si vous aviez, vous, des solutions d'IA que vous recommanderiez par rapport à l'achat public, et puis plus spécifiquement, s'il existait peut-être des IA spécialisées dans la commande publique à l'heure actuelle. Alors, c'est une très bonne question. Par contre, ça va être très difficile de vous répondre. Pourquoi? Puisque, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas une solution aujourd'hui idéale. Mais ça dépend vraiment, je dirais, des besoins. Et des besoins, je dirais, des budgets et du nombre de personnes, par exemple, qui seraient utilisatrices de cette intelligence artificielle. En effet, à ma connaissance, il existe à peu près 4 types de solutions techniques pour implémenter l'intelligence artificielle justement dans les marchés publics. Et en plus de ces 4 solutions techniques, il y a encore des solutions aussi d'intelligence artificielle en fonction encore une nouvelle fois, des besoins. Donc, je l'ai vu parce que c'est vrai que c'est une question qui m'est posée régulièrement. Et en fait, on se rend compte que à travers un mini audit, ça permet de pouvoir, comme je le disais, d'établir le budget, le nombre d'utilisateurs, les besoins spécifiques que l'on veut obtenir avec cette intelligence artificielle au sein de son organisation, d'apporter une réponse. Donc là, c'est clair que j'ai besoin de plus de précision individuelle, puisque je l'ai encore vu dernièrement, c'est qu'en fonction justement de ce que je viens de dire, la solution n'est pas forcément la même pour les uns que pour les autres. Mmh. On s'interroge aussi sur… La bonne nouvelle, Oh, c'est qu'il y a pardon. plein de solutions qui existent. Voilà. Voilà. On s'interroge aussi en fait sur l'utilisation de l'IA et son articulation avec le secret industriel et commercial qui incombe à chaque acheteur, et savoir s'il faut se doter en fait d'une IA payante pour minimiser les risques de fuite de données, ou si là-dessus il y a déjà une législation, une réglementation, un cadre qui permet de limiter ce risque. Alors, c'est vrai que c'est indispensable déjà de prendre des IA qui sont payantes. Mmh. Puisque, alors, je vais parler vraiment, je ne dis pas que c'est les solutions qu'il faut prendre, hein, mais en tout cas, quand vous utilisez actuellement des intelligences artificielles génératives grand public, comme celle que j'ai citée en introduction, les versions gratuites servent à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Et donc, forcément, c'est vraiment la situation la plus mauvaise puisque vos données personnelles se retrouvent donc dans ces fameuses boîtes noires d'intelligence artificielle. Les versions payantes offrent au moins un minimum de sécurité en vous disant que ces informations-là, on peut choisir dans les paramètres, hein, puisque d'ailleurs c'est même pas, je dirais, d'une façon native, hein, mais on peut sélectionner et accepter, enfin dire qu'on souhaite que ces données, que nos informations ne servent pas à entraîner le modèle. Donc c'est déjà un minimum de sécurité. Maintenant, il faut savoir quand même que ces informations-là sont stockées sur des serveurs à l'étranger qui ne respectent pas l'IA Act. Ce sont que des sociétés américaines généralement, et vous retrouvez sur des serveurs hébergés donc à l'étranger, et peu connaissent en fait d'ailleurs même la réglementation qui est américaine, hein, qui est le Cloud Act, et qui en fait, si vous voulez, dit, donc cette réglementation américaine dit que toute société étrangère au sol américain qui stocke ces données donc sur le sol américain les Américains sont en droit de pouvoir exploiter ces informations. Mmh. Donc, il y a une contradiction avec l'IA Act. Donc, là-dessus, il faut être prudent puisque les Américains, c'est clairement inscrit dans le Cloud Act. Donc oui, il faut au moins un minimum prendre des versions payantes si on veut un minimum de sécuriser ces informations.
Très bien. Et puis, on a effectivement quelques entreprises aujourd'hui qui sont parmi l'auditoire, mais je rappelle que vous allez nous accompagner également sur un webinaire au mois de mai dédié effectivement à la partie entreprise et aux questions qu'elles peuvent se poser. Oui. Donc voilà, nous pourrons les, les aborder à ce moment-là. Peut-être une dernière question sur les IA existantes. On les connaît, hein, on a ChatGPT, on a Gemini, on a la solution française, etc. Vous qui les pratiquez tous les jours, est-ce que vous avez on va peut-être pas dire préférence, mais une de ces IA qui est peut-être plus spécifique ou dont les réponses sont plus pertinentes par rapport à tout ce qui touche à la commande publique? Alors, je vais être honnête avec vous. Ça a un avantage aussi, c'est que toutes les intelligences artificielles, je dirais, fonctionnent sur le même principe, Mhm. les fameux prompts, donc la façon de communiquer avec ces intelligences artificielles. Et il n'y a pas de différence entre ces IA, de la façon de communiquer avec elles. Et il n'y a pas d'IA qui apporte des meilleures ou des moins bonnes réponses. Euh, Tout est dans l'art du prompt. D'ailleurs, le Mm. prompt engineering, c'est devenu une profession. Et c'est la façon dont on va communiquer avec cette IA. Donc, beaucoup d'ailleurs, justement, qui expérimentent se disent, bah, finalement, les résultats obtenus sont de piètre qualité, je n'obtiens pas ce que je veux, c'est trop succinct, etc. Alors, est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est parce que finalement, cette technologie n'est pas mature? Bah, la réponse est non. C'est que c'est vraiment, je dirais, le fait de savoir comment construire et comment communiquer avec cette IA qui fait qu'on obtiendra ou pas d'excellents résultats. On sait très bien qu'aujourd'hui, ces intelligences artificielles ont bien évolué, qu'elles permettent vraiment, je dirais, d'obtenir de très bons résultats, mais c'est la façon dans laquelle on va communiquer. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'IA meilleure que d'autres. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences, mais ça ne concerne pas nos marchés publics. C'est par exemple tout ce qui concerne le codage, puisque aujourd'hui, une IA est capable de coder. Et là, il y a des différences effectivement en fonction des IA qui sont plus ou moins performantes sur la partie codage. Pour les développeurs informatiques, là, Mhm. il y a de l'intérêt. Après, certains disent que des IA sont un peu plus humanisées, on va dire, que d'autres, dans la façon comment dire, d'apporter la réponse. Mais là encore, il suffit de bien exprimer son besoin à l'intelligence artificielle et elle pourra s'exprimer de la façon dont on le souhaite. Donc, c'est ce qu'on appelle le contexte, le rôle dans lequel elle va devoir jouer. Donc, oui, il n'y a pas vraiment on va dire, de chouchou d'IA. D'autre part, on voit bien qu'il y a une vraie compétition dans je dirais, ces sociétés qui créent ces IA. Et ça veut dire que parfois, vous avez pendant un mois cette IA en disant celle-ci est meilleure, 15 jours après, c'est l'autre qui passe devant, etc. Donc, bon, finalement, elles se valent quasiment toutes, pratiquement. Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, vous soulignez la qualité du prompt, effectivement, poser les bonnes questions et puis avoir une démarche en entonnoir, effectivement, Exact, d'affiner, voilà, petit à c'est ça, petit, les résultats qu'on souhaite avoir en fonction des réponses que l'IA nous a procurées. complètement. Fabrice Richaud, je vous remercie encore infiniment pour cette intervention. Avec plaisir. Voilà, merci d'avoir à tous participé. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aussi donné envie de venir suivre la formation que Fabrice anime à nos côtés et dont la prochaine session est au mois de mai. N'hésitez pas à aller sur notre site web pour voir le programme détaillé et l'ensemble de vos questions plus spécifiques qui n'ont pas pu être posées ici sera abordé lors de cette formation qui se déroule à la fois en présentiel à Paris et en distanciel. Et puis nous retrouverons, comme je l'ai dit, Fabrice, pour un nouveau webinaire sur ce sujet, Oui, pour les questions qui concernaient les entreprises et leur capacité de répondre aux appels d'offres de manière plus efficiente grâce à l'IA. Je vous tout à fait. souhaite un très bon appétit. Je vous donne rendez-vous très Merci. rapidement pour un nouveau webinaire. Et très bonne journée, bon week-end. Nous sommes vendredi. Et à très bientôt. Merci Merci également. encore, Bonne journée à vous Fabrice. tous. Au revoir. Au revoir.